Éric Vuillard, bonjour et merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier livre, Les Orphelins, aux éditions Actes Sud, qui est consacré à une histoire de Billy the Kid. Et je vous remercie vraiment d'avoir accepté de vous en entretenir avec moi pour le podcast L'Art des Livres et ma chaîne Cosmos Littéraire. Ma première question, c'est un livre où vous essayez de démystifier en quelque sorte un mythe, notamment autour de Billy the Kid. Mais est-ce que vous pourriez juste revenir sur justement quel est le mythe de Billy the Kid et ce qui vous avait poussé peut-être à vouloir le démystifier. Mais avant ça, déjà, quel est le mythe de Billy the Kid pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Alors, merci de l'invitation. Alors, le mythe, sans rentrer dans le détail, c'est au fond d'abord celui de tous les garçons vachés, ce qu'on appelle aujourd'hui des cowboys. C'est le mythe du western. C'est-à-dire que, on peut le prendre de plusieurs manières. C'est d'abord un rapport qui vient plaquer tous les faits qui, au fond, appartenaient à la dernière phase, disons à la phase la plus importante, la dernière phase la plus importante de la colonisation du territoire américain, les rabattre non pas sur des questions politiques, mais sur des questions morales. C'est-à-dire le duel, vous voyez, un affrontement lié à l'honneur, une logique qui donc serait transcendante aux enjeux sociaux. C'est ça la première phase du mythe. Et puis l'autre, c'est, vous voyez, toute la bambeloterie de l'Ouest, c'est-à-dire des costumes qui sont toujours les mêmes, les événements politiques et historiques qui sont comme refoulés en arrière de l'histoire et non vus, comme par exemple, ce qui concerne Billy the Kid au premier chef, ce qu'on appelle la guerre du comté de Lincoln, qui sont des événements historiques, on peut dire, dans lesquels sa vie s'insère, là où pour nous elle commence et où elle finit. Donc pour le dire, disons de la manière la plus simple possible, le mythe, c'est le western. Et à votre avis, pourquoi lui en particulier? Pourquoi lui alors que ça aurait pu être un autre? Qu'est-ce qui a fait que lui en particulier, alors que vous dites d'ailleurs que dans certains événements, dans plusieurs événements, il n'avait pas forcément un rôle central, et même si on l'enlève par exemple d'une certaine bataille, les faits sont exactement les mêmes. Pourquoi lui en particulier, sa vie a été écrite comme ça? Est-ce que c'est dû au fait de celui qui l'a tué justement? Oui, alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord sans doute quelque chose qui tient, je ne sais pas, à son charme personnel. C'est-à-dire que dans ce groupe, finalement, qu'on peut dire de sous-prolétaires, soit de fils de migrants, soit migrants eux-mêmes, pauvres, qui après être arrivés dans les grandes villes, donc principalement New York, sont ensuite refoulés ou eux-mêmes partent donc plus loin sur la frontière pour trouver un lopin de terre, bosser, espérer une vie meilleure. Eh bien, il y a, on peut dire, plusieurs types évidemment d'individus ou de groupes sociaux aussi, et notamment parmi donc ces cowboys, ces délinquants de l'Ouest, on a ceux qui, pour différentes raisons, vont se rallier à l'ordre, une fois cette phase de grand désordre justement que le western incarne va être terminé, et ceux qui, pour différentes raisons, comme Billy, ne vont pas s'y rallier. Et donc c'est lié en partie à des hasards, ils ont été par exemple affectés dans le mauvais camp, celui qui va perdre, et du coup ils se retrouvent relégués un petit peu dans le néant une fois que les grandes propriétés sont fixées et que cette histoire de l'Ouest s'achève, soit c'est lié aussi sans doute à des parcours et des caractéristiques personnelles, être réfractaire à l'ordre, ne pas aimer obéir, c'est des choses aussi qui appartiennent à une vie familiale particulière et à des individualités. Et puis Billy, pour des raisons qu'on ne connaît pas, avait appris l'espagnol, parlait l'espagnol, il s'était donc agrégé à des populations dominées, parias elles-mêmes, vous voyez, donc il y avait, disons, un côté marginal, sans doute un peu chez lui, qui a dû attirer aussi l'attention et qui a plu, donc il y a une part de son charme, sans doute, de ça. Mais vous notiez le fait, à mon avis déterminant, que celui qui a écrit sa vie et qui donc l'a inscrite dans le mythe définitivement, c'est son assassin, Pat Garrett. C'est donc d'abord une chose un peu singulière que de voir sa propre histoire écrite par celui qui vous a assassiné, et c'est cette histoire, l'authentique vie de Billy the Kid, qui va être le fondement du mythe. Ce qui m'intéressait aussi dans votre livre, c'est que vous dites que plus on s'approche, plus on s'intéresse à Billy the Kid, moins on en sait sur lui, et puis finalement il est assez insaisissable. Est-ce que ça a été finalement un obstacle pour le chercheur que vous êtes, l'écrivain qui se rapproche du travail d'historien, d'ailleurs dans votre livre, ou est-ce que c'est au contraire une belle opportunité pour le littéraire, le romancier que vous êtes également? Est-ce que c'est au contraire une opportunité dans laquelle vous vous engouffrez ou un obstacle pour l'historien? C'est qu'en fait, je crois qu'on a tous, sans doute moi compris, je veux dire, des
des idées un peu toutes faites sur ce qu'est la littérature. On s'imagine à peu de frais que la littérature, ça serait ajouter des choses. D'ailleurs, il y a des détails qu'on ne connaît pas, donc on introduit dans l'intériorité des pensées qu'on ne connaît pas, et que c'est ça. C'est un surcroît qu'on appelle la fiction, donc il serait une sorte de surcroît, de supplément de vie que l'écrivain viendrait ajouter. Je crois que ce n'est pas du tout ça, la littérature. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans la littérature, mais au fond, si on regarde les grands romans qui nous ont marqués ou qui ont marqué l'histoire littéraire, ça n'est pas tellement par ce que vient ajouter Stendhal à la vie d'un certain Berthet, quand il le renomme lui-même Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, qu'on reconnaît vraiment la force de Stendhal. C'est plutôt une lecture de l'histoire de Berthet qu'est Le Rouge et le Noir, une lecture très particulière qui permet de comprendre la société dans laquelle il vivait, très inégalitaire, et comment un jeune homme de famille pauvre peut essayer de se frayer un chemin, et en général, donc, enfin en tout cas dans le cas de Berthet et dans le cas de Julien Sorel, ça termine sur l'échafaud, donc très mal. Et donc là, c'est moins la fiction, au fond, ce qu'on appelle ordinairement l'imagination, que pratique Stendhal. C'est plutôt une tentative d'approche de la réalité à travers d'autres moyens sans doute que ceux de la sociologie ou de l'anthropologie ou de l'analyse, à travers l'écriture en fait. Alors, dans le cadre de Billy, ce qui m'a surpris, au fond, et on se laisse toujours surprendre au fond par l'écriture et la réalité, c'est que j'avais un personnage tout fait, vous voyez, on me livrait des péripéties, des duels, et des meurtres, des vols, un personnage haut en couleur. Bon. Et plus je m'approchais de lui, et plus au contraire, tout tombait. Il était comme une sorte de statue de sable, vous voyez, je le touchais et le bras tombait. Enfin, ses dates de naissance devenaient incertaines, son nom même était incertain, son origine familiale aussi très floue, et chacun même des grands événements qui jumellent sa vie héroïque, vous voyez, comme ce que je raconte, la bataille de Blazers Mill, eh bien, en écrivant, parce que quand on tente d'écrire quelque chose sur lequel donc, on a des documents, ce qu'il y a de frappant avec l'écriture, c'est que quand on écrit, le problème n'est pas d'inventer, le problème est de prendre en charge. C'est-à-dire, écrire vraiment, c'est prendre en charge subjectivement ce qui nous est, ce qu'on a sous les yeux, que ce soit le monde ou des documents. Et quand on les prend en charge subjectivement, il y a des choses qui tombent en fait, qui ne marchent pas. Et là, en l'occurrence, ce qui ne marchait pas, c'est la totalité, puisque je me suis aperçu en cours d'écriture de cette bataille de Blazers Mill qu'au fond, si on retranchait Billy, eh bien les faits restaient les mêmes. Il y avait le même nombre de morts, le même nombre de blessés, et aucune des péripéties essentielles de ce drame n'était soustraite. Ce qui veut dire qu'en réalité, son rôle était totalement inventé. Donc la fiction, c'était pas moi qui devais la faire, c'était le document. Elle était dans le document. Et donc à ce moment-là, vous dites justement, j'ai été un peu désorienté, c'est-à-dire j'ai mis 7 ans à peu près à écrire le livre, puisque j'ai toujours plusieurs livres en même temps. J'ai pas comme on dit, un projet, et puis je l'achève. Non, j'ai envie d'écrire sur quelque chose, ça aboutira peut-être à un livre, peut-être pas. Et puis du coup, j'en ai plusieurs en cours. Et donc, pendant 7 ans, j'ai de temps en temps repris, de temps en temps abandonné ce livre. Et notamment, à un moment, j'ai eu ce sentiment que, alors s'il n'y a personne, enfin, vous voyez, s'il s'évanouit, alors sur qui je suis en train d'écrire, sur rien, bon. Et puis le temps est passé, j'ai repris ce que j'avais écrit. En le relisant, je me suis dit que ce qui avait d'étrange, c'est qu'il y avait des éléments émouvants. Et ce qui était émouvant, c'est précisément d'abord le fait même qu'ils perdent ces déterminations artificielles qui sont celles du mythe, qui au fond n'existent pas dans la réalité, le rendait plus touchant. D'abord parce que ça comment dire, quand quelqu'un perd quelque chose, c'est toujours émouvant. Que ce soit un faux souvenir ou un objet ou quelqu'un qu'il aime, il y a un élément d'émotion pour nous. Un petit peu comme quand on regarde des photos de famille et vous voyez, qui ont déjà 2 générations et qu'on s'interroge sur qui est-ce. Je sais pas, votre mère, votre grand-mère vous dit « ah ben non, je ne connais plus », eh bien, il y a un élément émouvant dans le seul fait qu'elle ne le sache plus, que ces gens-là aient été perdus pour toujours. Et puis, il y avait autre chose, c'est que ça le rapprochait de nous. C'est-à-dire, à ce moment-là, il devenait un gamin comme les autres, il devenait un petit délinquant au moins comme les autres, il appartenait à une génération. En fait, le périmètre même de l'émotion n'était agrandi. Ça fait 2 fois que vous écrivez sur les États-Unis. Indirectement, vous avez préfacé, je sais que c'est un auteur qui nous est cher à tous les deux, Louis Guillou, vous avez préfacé Okejo, où c'est une sorte aussi de démystification aussi d'un mythe un peu autour des États-Unis. D'ailleurs, lui, dans votre préface, vous dites qu'il a mis 30 ans à l'écrire, vous avez mis 7 ans. Vous êtes, vous pourrez dire 4 fois plus efficace, mais je plaisante évidemment. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous, pas qui vous dérange, mais dans ce mythe des États-Unis, dans la domination, dans la puissance, parce qu'on crée un mythe lorsqu'on est dominant, hein, on peut l'imposer que lorsqu'on est dominant. Il y a quelque chose qui vous dérange dans ce mythe des États-Unis qui justifie un peu sa toute-puissance, parce que l'Empire romain aussi avait écrit son histoire, ses origines par des mythes, ou les grandes puissances. Est-ce que c'est pas intrinsèque justement à l'idée de
de puissance dans le monde et à l'idée même de la création d'un État-nation. Je pense même aux États-nations, il y a des mythes aussi qui sont aux origines. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire Je sais que vous avez dit dans un échange à la Maison de la Poésie que lorsqu'on vous posait la question, vous disiez à l'inverse, mais qu'est-ce qui nous pousse pas tous à écrire davantage, au contraire? Mais quelle est l'origine de cette volonté d'écrire sur les États-Unis? Oui, non, vous cernez bien le problème, c'est-à-dire qu'au fond, le premier point essentiel, c'est que les États-Unis aujourd'hui dominent le monde de manière absolument évidente et depuis fort longtemps. On peut même dire que depuis la chute de l'Union soviétique, si on regarde du coup rétrospectivement l'histoire des 2 derniers siècles, très largement les États-Unis sont le phénomène social et politique essentiel de cette période. Il est donc en effet curieux qu'on ne s'y intéresse pas davantage. C'est comme s'il y avait un interdit. Et cet interdit, il est facilement explicable. Justement, à la Maison de la Poésie m'est venue cette idée que c'est comme si un domestique écrivait, vous voyez, sur ses maîtres. Il n'aurait pas intérêt à leur faire lire, vous voyez, son texte. Par comparaison, quand le duc de Saint-Simon écrit ses mémoires, il ne va pas les lire à Louis XIV. Et pourtant, il n'est pas un laquais, il est le duc de Saint-Simon. Donc. Et notre position n'est pas évidemment celle d'un valet à l'égard des États-Unis, mais enfin, il y a une sorte de vassalité quand même. On le voit bien aujourd'hui dans les problèmes politiques récents. Le simple fait d'ailleurs qu'on parle de non-alignement, vous voyez, en général et depuis très longtemps, signifie que les autres, la plupart du temps, on est alignés. Oui. Et la place de l'Espagne, là actuellement par exemple, dans la guerre qui est en train de se faire, cette position assez exceptionnelle, montre combien les autres pays, au fond, suivent les États-Unis comme dans une sorte de réflexe conditionné. Alors, au fond, alors ça ne signifie pas du tout que j'aime pas les États-Unis. Au contraire, non, mais je tenais à le préciser, c'est au contraire, il y a plein de choses que j'aime aux États-Unis, parce qu'on pense les États-Unis comme si on devait à tout prix aimer leur puissance, mais ce n'est pas leur puissance que j'aime. J'aime par exemple la lutte pour les droits civiques. Tout un tas de personnages qui ont participé à cette lutte me plaisent, et c'est américain. J'aime aussi le moment où les gens se sont opposés à la guerre du Vietnam, j'aime une grande part des auteurs américains, j'adore Melville, vous voyez, donc il y a tout un tas d'éléments dans la culture, dans les événements de l'histoire américaine, j'aime Lincoln, je l'admire, etc. Donc c'est pas l'Amérique du coup qui est en jeu, mais je crois qu'on a tout intérêt à essayer de comprendre ce qui nous domine, et qu'un des rôles de la littérature, c'est de nous émanciper. C'est là-dedans que s'inscrit son histoire. Et d'ailleurs, vous citiez donc la Rome antique. On peut comme ça rapidement séparer 2 types d'auteurs, ce qui ne disqualifie pas les premiers, mais on voit bien qu'entre Virgile qui écrit l'Énéide, qui cherche à en quelque sorte justifier une origine troyenne et donc noble, etc. pour Rome, et Horace aussi qui fait une peinture très élégante de la vie sous les pampres, entre amis, et tout à coup Pétrone qui, dans le Satyricon, raconte le dîner chez Trimalchion où un affranchi de Rome raconte qu'il lui a fallu être le giton de son maître pendant des décennies pour pouvoir enfin s'affranchir. On voit bien qu'il y a 2 histoires de Rome qui sont assez difficilement compatibles et que le Satyricon est pour nous aujourd'hui sans doute une des premières étapes de la littérature où apparaît quelque chose comme une possibilité de nous dire une vérité cachée derrière les pampres d'Horace et derrière la grandeur de Virgile. Et donc en somme, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre première question à laquelle j'avais que partiellement répondu, pourquoi défaire le mythe? C'est parce qu'il existe, en tout cas, il me semble, une haute tradition, très ancienne en littérature, qui s'enracine au moins dans le Satyricon de Pétrone, et qui vise à nous défaire de ce qui nous opprime. L'une des thèses passionnantes de votre livre, c'est de dire que finalement, ces vachers, ces hommes démunis, étaient un peu l'objet inconsciemment d'une puissance qui était en train de se former, de cette colonisation. Ça m'a fait penser en quelque sorte également à votre livre 14 juillet. D'ailleurs, je crois que Billy the Kid est mort un 14 juillet, me semble. Oui, absolument. On n'était pas voulu, mais on peut quand même le faire indirectement. Mais où, en fait, vous parlez d'une foule anonyme et vous vous intéressez à la foule anonyme. Et le fait que finalement, plus vous avez cherché sur Billy the Kid, plus il devient anonyme. Là aussi, on voit le lien qu'on peut faire. Et où là aussi, c'est des objets inconscients d'une autre force. Et puis, dans la Révolution, il y a une forme de bourgeoisie financière aussi qui va finir par gagner, en quelque sorte, la Révolution française. Et là, de la même manière, c'est une autre aristocratie qui vient s'imposer, parce que la Révolution française, c'est la bourgeoisie, et là, aux États-Unis, vous dites que la forme du « et », que je mettrai avec le montage, parce que je vais très mal le faire avec les doigts, mais la forme du « et », les associés, voilà, c'est ça, l'esperluette, et la nouvelle forme d'aristocratie aux États-Unis qui va s'imposer à ce moment-là. Et donc, cette colonisation, cette avancée, finalement, elle était bien servie par ces bandits, ces hors-la-loi, qui n'étaient pas trop chers et qui, par tout un système économique, leur ont bien été utiles. Oui.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Esperluette, c'est marrant, après avoir fini le livre, j'ai revu un film de Capra, L'extravagant Mr. Deeds, où Gary Cooper joue le rôle de Mr. Deeds. Et au tout début, c'est un homme qui vit de façon fantaisiste dans une ville de province américaine. Arrivent des avocats, puisqu'il vient d'hériter d'un oncle qu'il n'a jamais connu, richissime, et ils lui tendent une carte de visite. Et lui lit la carte de visite, et c'est Cédar, 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 avec Esperluette et Buddington. Et il a cette phrase très drôle, il dit « Buddington doit parfois se sentir un peu seul ». Donc ce qui signifie que Capra a bien vu que dans l'Esperluette, il y avait quelque chose qui se jouait. Et ce qui m'a semblé, c'est que, oui, pour le dire, disons, assez rapidement, en travaillant sur Billy, la première chose qui a pu être une surprise pour moi, c'est que, tout d'abord, je croyais travailler sur... comment dire, une personnalité, avec des coordonnées assez étroites. Et le Nouveau-Mexique, je ne pensais pas en sortir ou pas aller très au-delà, en tout cas pour tenter d'approfondir son existence et de la raconter. Et en m'intéressant aux propriétaires, à ceux qui embauchaient ces garçons vachés, puisque, encore une fois, le western nous raconte les cow-boys en grande partie comme étant une sorte d'univers indépendant. Solitaire presque. Voilà, absolument, voué à la poussière et au soleil. Si on se renseigne un tant soit peu, on s'aperçoit qu'il leur fallait bien vivre et qu'ils étaient donc embauchés par soit des grands éleveurs de bétail ou des propriétaires terriens qui réglaient leurs comptes, chassaient les squatteurs, tuaient les Indiens et s'appropriaient les concessions progressivement. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que aussitôt, un intermédiaire qui est une institution, une boutique dans le comté de Lincoln, qui s'appelle The House, qui porte un nom presque mafieux, d'ailleurs la maison, et qui en fait a le monopole de tout le commerce du comté, mais il se trouve que cette entreprise, The House, cette boutique, en réalité est possédée en partie par un avocat qui est à Santa Fe, qui possède un cabinet qui existe encore aujourd'hui, donc d'où l'Esperluette, le Catron et Glassman aujourd'hui. Et cet homme-là a été sénateur, représentant au Congrès, ce qui veut dire qu'entre Billy et Washington, donc entre Billy et le monde, et la capitale de la première puissance du monde, en fait, il y a un intermédiaire. Et donc j'ai eu l'impression un peu d'être comme Alice au Pays des Merveilles, de franchir le miroir et de passer du Nouveau-Mexique à la capitale du monde, ce qui est quand même, à mon avis, pas anodin. Voilà. Et certains écrivent des biographies de 600, 700 pages. Vous, je trouve qu'en 160 pages, vous parvenez à être complet et on a l'impression, on a quand même le sentiment d'en avoir lu 400 en 150. J'ai l'honneur de vous le dire en face, mais j'aime beaucoup votre style. Je trouve que vous avez un style assez singulier, assez incroyable dans notre époque, donc je suis ravi de pouvoir vous le dire directement. Et je pense sincèrement que, même si ça pourrait être une palissade, mais que c'est extrêmement difficile d'arriver à faire aussi simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en 150 pages, de parvenir à faire le tour du sujet. Est-ce que c'est quand même une volonté pour vous? Parce que je trouve que parfois, lorsqu'on lit des trop longues biographies, on s'y perd dans certains détails qui peuvent sembler inutiles, alors que vous allez dans les détails et vous parvenez quand même à faire une photographie essentielle de Billy the Kid. Est-ce que c'est une recherche pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est cher lorsque vous travaillez sur un livre? Alors peut-être qu'en tout cas, déjà, comme je mets longtemps à écrire des livres, que j'en ai écrit plusieurs, j'ai une tendance à retrancher aussi, à concentrer les choses avec le temps, en fait, que ce serait un effet du temps. Et c'est lié au fond à une conception de l'écriture. Barthes avait une assez belle idée, il disait que l'écriture, c'était pas en rajouter, c'était au contraire retrancher, désépaissir, éponger. Et je crois que c'est assez vrai. Alors, il peut y avoir de très grands livres et très longs, tout à fait excellents, mais on voit aussi que tout ça dépend du contexte, de l'époque, de qui écrit, de ce sur quoi on écrit. Et dans votre question précédente, vous parliez, je crois, des anonymes à un moment, et je trouve qu'il serait sans doute bizarre de ma part d'écrire un traité sur des gens qui n'ont pas pu laisser finalement d'autres traces ou des mythes ou une simple photographie qui serait l'équivalent aujourd'hui de ce qu'était un photomaton, si vous voulez. Bon, il y aurait là une sorte de disproportion étrange. Alors, il y a des livres d'historiens américains qui sont à certains égards passionnants sur la guerre du comté de Lincoln, les protagonistes qui sont très longs, très documentés, mais ces livres sont pour une part disproportionnés par rapport à leur sujet et pour une grande part, évite la seconde partie, ou en tout cas la traite assez peu, celle que j'évoquais, à savoir Washington, à savoir le pouvoir central. Or, la relation est pourtant directe. C'est-à-dire que ces gens-là, ces anonymes, arrivés
migrants pauvres à Long Island, puis s'étant retrouvés dans des taudis à New York, ayant ensuite migré pour une part d'entre eux en tout cas vers la frontière et pour les autres vers les ateliers de confection de je ne sais quoi à New York et dans les autres grandes villes, eh bien en réalité la plupart d'entre eux vont rester pauvres, vont ou mourir très jeunes, dans le cas de Billy et de beaucoup d'autres, de morts violentes, ou rester misérables. Alors qu'à l'inverse, ceux qui vont les employer, les propriétaires, eux, vont non seulement vivre vieux, mais appartiennent à des familles anciennes, dont on peut retracer l'arbre généalogique. Si bien que, au fond, en se concentrant d'une façon légèrement plus large sur cette histoire, on se rend compte que l'idée qu'on nous sert d'une sorte de démocratie américaine née de migrants pauvres qu'on appelle les pionniers est en réalité fausse. Ceux qui vont détenir à la fin le pouvoir dans les institutions, pour la plupart, ne sont pas du tout des migrants pauvres, ce sont presque des feudataires des temps anciens, ce sont des gens qui possèdent d'immenses propriétés, qui avaient déjà des capitaux et qui vont les transmettre jusqu'à nos jours. Si bien que ça permet tout de même, alors pas de tout expliquer, mais enfin d'avoir un regard peut-être un petit peu différent sur la situation par exemple américaine aujourd'hui, qui en surprend beaucoup, comme si le phénomène de ce président bizarre était une anomalie dans l'histoire de la démocratie américaine, alors qu'en réalité, il est un héritier, il incarne les valeurs américaines de réussite, etc. Et il est donc un fils de famille. C'est pas du tout le descendant d'une famille de migrants pauvres, sortis de rien et ayant fait petit à petit son chemin à travers la forêt des événements. Alors pourquoi ce titre, Les Orphelins? Est-ce que vous parlez juste de la bande de Billy the Kid et ses compagnons? Est-ce que vous parlez, je ne sais pas moi, des Américains orphelins de la liberté que pouvaient avoir ces hors-la-loi, ou nous-mêmes, orphelins peut-être de la vérité historique face à ces mythes? Alors il y a, en effet, dans un titre, c'est toujours quelque chose, enfin à mon sens, d'un peu particulier. C'est, même quand c'est très simple comme celui-ci, c'est lié en partie à ce qu'on appelle en littérature la poésie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient d'un coup. Alors on peut faire des listes, enfin beaucoup d'écrivains on pratique ça, des listes on cherche, comme ça, mais en réalité quand ça arrive, c'est une cristallisation brutale, ça s'impose, et selon le moment où ça s'impose en cours d'écriture, ça vient comme éclairer le livre d'une manière singulière, au fond, comme vous cherchez justement en l'interprétant à le faire. J'essaye en tout cas. Voilà, oui, mais c'est ça, c'est ça en réalité un titre. Et c'est vrai aussi quand on est en train d'écrire, c'est-à-dire que ça peut modifier le cours de l'écriture, ça fait cristalliser des choses, voilà, ça leur donne une inflexion, une tonalité particulière. Alors pour moi, Les Orphelins, je pense que ça vient avant tout, au départ, de l'histoire même de la littérature. C'est-à-dire, dans l'idée que je m'en fais, en tout cas rétrospectivement, il me semble que jeune, les premiers textes, les premiers auteurs qui m'a attiré, qui m'a plu, au fond, c'est le poète François Villon, qu'on enseignait à l'école, et qui, au fond, est un orphelin, qui a été adopté par un sieur Villon, etc., et qui mène une vie pas si éloignée finalement de celle de Billy, puisque à part les poèmes magnifiques qu'il a laissés, il a lui aussi commis des crimes, des vols, il a été incarcéré, condamné à mort, puis libéré. On ne sait pas où il est mort, comme Jesse Evans, un des compagnons de Billy. Il y a donc dans sa pauvreté, la précarité de son existence, quelque chose qui faisait écho au livre. Et puis, La Ballade des pendus, qui est tout de même un des poèmes les plus anciens dans notre langue, encore lisible, même si c'est une langue pour nous en partie étrangère, hein, qui s'ouvre sur ce frères humains si beau. Eh bien, il ne faut pas oublier que, en réalité, ceux qui nous parlent à ce moment-là, ce sont des pendus, ce sont des morts, ce sont des condamnés à mort, ce sont des criminels, petits ou grands, ce sont des voleurs, et que peut-être pour la première fois, lorsqu'une voix, depuis la littérature, s'est adressée à nous, d'une façon si intime et à la fois universelle avec ce frères humain, eh bien, ce sont des petits délinquants et des orphelins qui nous l'ont adressé. Alors, je vais avoir une dernière question. J'ai l'habitude de la poser à mes invités, peu importe le type de livre qu'ils ont écrit, mais une question un peu sur vos goûts littéraires. Vous pouvez nous citer soit des romans ou des essais qui ont marqué votre vie. Vous pouvez avoir le nombre, je ne limite pas le nombre que vous voulez citer, soit 3, 4 ou 5. Et notamment, je voulais vous savoir si vous aimez les romans historiques, ou si ça vous agacez, par exemple, lorsque vous lisez du Dumas, est-ce que ça vous agace de voir ce qu'il fait de l'histoire, ou vous avez envie tout le temps, au contraire, de révéler la vérité derrière? Parce que Dumas écrit des formes de mythes aussi, hein, le mythe de Richelieu, de D'Artagnan. Est-ce que vous aimez les romans historiques? Alors, en fait, j'ai pas de goût pour une catégorie ou pour une autre. Ce qui m'intéresse, en tout cas avec l'âge, avec le temps, c'est l'histoire de la littérature dans son entier. J'ai l'impression que ça forme
comme un seul et même livre immense, jamais achevé, dont on a du mal à dire où il commence d'ailleurs. Et vous citez Dumas, par exemple dans Les Trois Mousquetaires, la célèbre formule « un pour tous et tous pour un » est au contraire une formule d'un réalisme sublime, c'est-à-dire d'une certaine façon, après la Déclaration des droits de l'homme, on n'a presque rien dit d'aussi beau. Vous voyez, il y a là une formule très forte de ce que serait l'égalité humaine et la solidarité entre les hommes. Et on sait aussi quelles étaient les opinions politiques de Dumas. Oui. Donc, au contraire, je trouve que, évidemment, Les Trois Mousquetaires, c'est un roman d'aventure magnifique en plus, mais à travers cette formule qui est le cœur palpitant d'une certaine manière de cette histoire, quelque chose de profondément vrai nous est dit sur l'homme. Donc, disons qu'il y a une composante réaliste, en fait, bizarre dans le roman de Dumas. Le réalisme, c'est pas forcément quelque chose qui est juste une description précise des faits sociaux ou psychologiques. Ça peut être aussi, justement, une sorte de sentence et de parti pris qui irradie tout le livre, au fond. D'ailleurs, vous dites que le réalisme a toujours quelque chose d'ironique, même involontairement, mais derrière le réalisme, il y a souvent un peu d'ironie aussi. Oui, dans Dumas, il y en a pas mal. C'est drôle, les personnages eux-mêmes sont imparfaits, etc. Enfin, bon. Donc non, j'aime beaucoup Dumas. Il y a d'ailleurs un très beau livre, un très bel essai d'Evelyne Piéguet, qui est sorti il y a peu de temps, il y a quelques années, qui s'appelle « Mousquetaires et Misérables », et où donc elle met en parallèle, pas seulement d'ailleurs, beaucoup d'autres auteurs au 19e, mais donc Hugo évidemment et Dumas, et où elle essaie de penser les rapports entre la politique et la littérature au 19e, et de montrer combien la littérature en fait doit quelque chose à la politique et la politique à la littérature. C'est un des plus beaux essais que j'ai lus ces dernières années sur ces questions. Donc Hugo, là, puisque je viens oui, je pense que Les Misérables est sans doute le massif de papier le plus important qu'on ait écrit, pour la raison que sans doute il touche avec beaucoup de force d'abord le problème central de la vie humaine, c'est-à-dire le fait que nous naissions là ou là, et que selon l'endroit où on est et de qui on est, eh bien, notre histoire est quand même déterminée en grande part, de façon injuste, par ce hasard des naissances. Et puis, parce qu'aussi ce livre donc, qui touche ce problème-là, le fait d'une façon très singulière, en réunissant dans un même livre, à la fois sans doute les narrations les plus extraordinaires qu'on ait eues, c'est-à-dire le début que tout le monde connaît, l'affaire des chandeliers et des couverts, le moment où, après avoir volé les couverts, ramenés par la police, Monseigneur Myriel tend à Jean Valjean, vous avez oublié ça alors que c'est faux, et en quelque sorte le rachète. C'est une scène qui est l'équivalent d'une scène de la Bible. On dirait que Hugo a rajouté un chapitre à Saint Paul ou aux Épîtres. Et ça, bon, c'est d'une très grande force narrative, mais en même temps, il y a les grandes digressions sublimes sur les égouts de Paris, sur ce qu'est une émeute, une révolution, enfin le continuum émeute, etc., jusqu'à la Révolution, qui sont des moments presque des essais de la qualité de Hegel, enfin des plus grands philosophes, et puis il y a une densité poétique très forte, donc voilà les Misérables, mais enfin il y en aurait beaucoup d'autres. À l'autre bout du spectre, j'aime aussi la poésie raffinée de Mallarmé. Enfin, d'accord. Donc, et puis la littérature va même au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des choses qu'on ne considère pas comme étant de la littérature, qui en sont, vous voyez, que ce soit des témoignages, des mémoires, je citais Saint-Simon, c'est indéniablement, en un certain sens, de la littérature, et puis vous voyez, des essais, même scientifiques, enfin je sais pas, quand on lit, sans vouloir faire le pédant, mais si on lit les éléments d'Euclide, vous voyez, où on a le sentiment de lire quelque chose qui a fixer des lois définitives, vous voyez, de sorte de logique spatiale, et il y a une poésie là-dedans, enfin il y a une beauté, donc voilà, pour moi la littérature, c'est peut-être la lecture un peu tous azimuts, et donc ça peut aller d'Alexandre Dumas jusqu'à la philosophie, en passant par le roman, enfin voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci encore pour cet entretien, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, donc Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid, paru chez Actes Sud. Et puis merci encore pour cet entretien. Merci pour l'invitation.